début janvier, qu'elle n'a pas pu assister parce que par les administratifs, mais voilà, quand même on est là et on a l'honneur de clôturer une présentation aujourd'hui avec sur une. Ça marche pas? Ah oui. Oui, super. Voilà, donc nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui un aspect de la terminologie qui est assez intéressant et je trouve que c'est assez important parce que je pense que chacun parmi vous publie des choses en langue autre que le français, donc je pense que vous étiez tous confrontés à un moment ou à un autre à certaines incohérences terminologiques et on voudrait vous présenter quelques aspects, sûrement pas tous aujourd'hui. Et donc, la dégustation. Prenant en compte le fait que la dégustation du vin est un domaine d'activité professionnelle, hein, pas juste voilà, un discours qui circule sur les médias, c'est un domaine à part entière. Et donc, en tant qu'objet d'étude et d'analyse pour la présente communication, nous avons choisi le langage qui renvoie à la perception sensorielle de la dégustation du vin en adoptant une approche traductologique et contrastive. Donc nous proposons d'analyser aujourd'hui quelques répertoires terminologiques qui acquièrent un statut de référence en quelque sorte, on en parlera tout à l'heure du corpus. Et donc il s'agit des répertoires terminologiques multi- et monolangues, bilingues, qui sont utilisés par les professionnels du domaine en portant une attention particulière sur les trois langues, à savoir le français, l'allemand et le russe. Donc, pourquoi le choix des langues? Il s'agit uniquement de nos compétences linguistiques conjointes. Voilà, donc on a décidé de faire cette étude sur ces trois langues. La perception donc, organoleptique, telle qu'elle est comprise dans le domaine d'analyse sensorielle des aliments, constitue un processus multisensoriel. L'aspect, l'odeur, la saveur, l'arôme, la texture, le croquant sont autant de paramètres qui participent à l'appréciation d'un aliment. De par sa complexité, la perception sensorielle liée à la dégustation, à savoir la perception visuelle, olfactive et dégustative, que vous connaissez mieux que nous, suscite plusieurs controverses, parmi lesquelles on peut parler d'une part de la nature de cette perception, est-ce qu'il s'agit d'un processus subjectif ou objectif, et d'autre part de l'infinité des saveurs qui ne se limitent pas à celles de base. Et donc, et la prise en charge de ce continuum gustatif par les langues différentes. Donc, quant à la première, à savoir l'infinité, l'objectivité ou la subjectivité de cet aspect-là, la perception olfactive, dégustative et visuelle sont loin d'être une expérience objective car elles dépendent profondément de chaque individu. Il s'agit donc de la variation interpersonnelle, déjà décrite dans plusieurs travaux dans le domaine, qui est liée aux caractéristiques génétiques liées entre autres à la sensibilité des organes de perception sensorielle et aux différentes zones géographiques par exemple. Donc ça peut être asiatique, les nord-américains, c'était aussi déjà étudié par les spécialistes. Nous ne sommes pas compétents dans ce domaine. Mais aussi, il y a de l'éclairage, il peut s'agir de l'éclairage ambiant, de la consommation des éléments précédents, la dégustation, le moment de la journée et tant d'autres sûrement que vous connaissez. Quant à la seconde, à savoir le continuum gustatif, donc les saveurs ne se limitent pas à celles de base et en fait on perçoit une sorte de continuum gustatif qui résulte de nombreuses saveurs, mais malheureusement nous ne disposons que de peu de mots pour exprimer cette diversité. Et le langage ne permet pas toujours de décrire toutes les sensations gustatives, d'autant qu'une personne, d'une personne à l'autre, la sensibilité du goût peut varier de manière considérable. Ainsi, quant au langage de dégustation du vin proprement parlé, donc il reste assez obscur pour certains, surtout pour les consommateurs profanes, et nécessite un apprentissage à part entière. Donc, depuis quelques décennies, en particulier à partir des années 50 en France, les dégustateurs experts ont entrepris
plusieurs tentatives de trouver un compromis entre les perceptions sensorielles qui échappent souvent à l'objectivation, en tout cas certains des aspects de cette perception, et l'infinité des saveurs face à laquelle les mots semblent des fois impuissants ou insuffisants. Et ainsi définir et codifier une sorte de terminologie unique et indispensable qu'on a déjà pu discuter ce matin, hein, entre autres dans la démarche marketing aussi, pour que les dégustateurs aient le même langage d'échange et qu'ils puissent être sur la même longueur d'onde, indépendamment des langues qu'ils parlent. Donc pour qu'ils puissent se comprendre dans différentes situations professionnelles. Et donc, en effet, comme l'activité de dégustation est une activité de groupe restreint, je parle vraiment de cette activité de domaine œnologique, hein, pas juste consommation et la perception du vin par le consommateur ordinaire. Les participants de ce groupe professionnel tentent de se créer des références communes qui, du moins du point de vue linguistique, cherchent à aboutir à une sorte de consensus. Et il ne s'agit donc pas que des membres de groupe, que les membres de groupe aient une identité du goût commune, car les préférences et les seuils de perception peuvent varier d'une personne à une autre, mais il devient possible de les exprimer et surtout d'être compris en étant en quelque sorte en opérant avec les mêmes moyens linguistiques. Et donc à l'origine de cet effort se trouve un obstacle qui est représenté, selon Florian, par les lacunes du vocabulaire gustatif, liées au manque de descripteurs, je cite, qui résultent des différences de perception interindividuelle. Car dans l'analyse sensorielle, mise en place dans la dégustation du vin, seules les perceptions visuelles disposent le plus souvent de références objectives, mesurables et codifiables, qui n'excluent pour autant la variabilité et la subjectivité dues aux différences individuelles. Il n'en est pas de même pour les perceptions olfactives et gustatives qui ne correspondent pas à une réalité référentielle objectivable. Ainsi, prenant en considération ces facteurs, nous avons voulu porter une attention particulière au langage de perception olfactive, gustative et visuelle pour vérifier si les différentes langues européennes, à savoir le français, l'allemand et le russe, prennent en charge les différentes nuances de cette perception, et si oui, de quelle manière et par quels moyens. Plus précisément, en adoptant une perspective traductologique, nous nous sommes intéressés à la manière dont les termes français qui relèvent de la dégustation sont traduits vers d'autres langues telles que l'allemand et le russe. Donc notre corpus est constitué de 800 termes relevant de la perception sensorielle de la dégustation, donc issus des bases terminologiques, des termes, des références qui sont reconnues dans le domaine. Vous connaissez sûrement Lexivine ou Lexivan. Donc il y a plusieurs combinaisons de langues, anglais, espagnol, anglais, allemand, anglais, français, français, espagnol, français, allemand, français, anglais, donc créé par Cadio. Donc il y a beaucoup de traducteurs actifs en activité qui ont participé dans la création de ces bases terminologiques. Le lexique multilangue de la vigne et du vin, puissant 8000 termes de l'âtre. Mais du côté russe aussi, bon, je ne vais pas nommer les noms en russe, je vais vous dire juste qu'il s'agit des dictionnaires du vin franco-russe de Fedorina de 2015 et le livre de dégustateur de Zaitsev de 2017. Donc les références sont assez variables selon par rapport aux dates de création de ces bases terminologiques. Et je passe la parole à Hugo. Vous m'entendez? Oui. Alors, grâce à notre analyse, nous avons identifié 4 groupes de termes vis-à-vis de la traduction. Alors, si on arrive à faire cette classification, c'est grâce au lien qu'on peut faire entre la nature des termes, que ce soit du point de vue morphologique ou sémantique. Alors, du point de vue morphologique, on identifie 2 groupes, ainsi que 2 stratégies de traduction. Donc, dans le premier groupe,
on a les termes qu'on appelle dans le domaine traductologique des termes dits transparents, donc qui sont similaires, voire identiques à l'écrit ou à l'oral et qui ont le même sens dans deux ou plusieurs langues. Alors ce sont soit des termes très techniques, technico-scientifiques, donc là on a exemple empyromatique, en allemand empyromatisch, et en russe empyromaticheski. Bon, je ne vais pas tout faire, hein, mais vous voyez le principe. Ou qui sont des calques directs du français. Donc on a par exemple épicurien, épicuriste. Alors, la transparence de ces termes résulte le plus souvent de leur origine d'une langue tierce, dans le cas présent la plupart du temps d'une origine gréco-latine, et à l'image d'autres domaines de connaissances tels que la chimie ou la biologie, ces termes en général ne posent pas de problème à la traduction, parce qu'on va voilà, faire des calques directs. Ensuite, dans le deuxième groupe, on trouve les termes transposables. Alors, ce sont plus souvent des termes qui relèvent de la perception sensorielle. Ces termes ont recours à l'analogie ou encore une fois à des calques pour désigner un arôme ou un aspect. Ce sont des termes qui font référence en général à des fruits ou des plantes, tels que pêche en français, Käse en allemand et Persik en russe, ou noix, nous c'est ou des parties du corps, comme l'arme en français, Tränen et Slösel. Alors, cette traduction littérale qui renvoie à une traduction mot à mot aboutissant à un texte à la fois correct et idiomatique est bien possible parce que les références sont présentes dans les trois langues, allemand, russe et français. C'est sur ce type de termes que sont basées les fameuses roues du Vinton dont on a parlé avant. Alors, bon, ce sont des traductions directes, mais le problème c'est qu'elles n'ont quand même pas questionné la conceptualité des termes. Donc, comme mentionné avant, on ne sait pas si le chocolat pour un français c'est la même chose que le chocolat pour un russe ou le chocolat pour un allemand. Mais en général, c'est les traductions qui sont proposées dans les bases terminologiques multilingues. Dans cette catégorie, nous pouvons aussi inclure les termes traduits par transposition, selon Vignet d'Arbonnet. Donc, ça consiste à changer la catégorie grammaticale d'un mot ou d'un groupe de mots sans en changer le sens du message. Donc, par exemple, en français, ça sera bouqueté, en allemand, ça sera mit bouquet, avec du bouquet, et en russe, ça sera bouquetis, bouquetis stoye vino, donc avec un vin avec un bouquet développé. Et puis bon, vous voyez tous les autres exemples, c'est exactement le même principe. Voilà. Et sauf voilà, le dernier, donc nous avons un petit intrus, donc qui a du mordant, en allemand, Balsen, donc qui vient juste mordant, et qui en russe est bizarrement proposé par Agdari Sidney. Alors en effet, dans le cas du mordant, ici la transposition ne s'applique pas à la langue russe, qui utilisait le terme agressif comme une sorte de terme générique, plus comme un holonyme du terme mordant. Alors ainsi dans ce groupe, on peut voir que la langue allemande est plus représentée que la langue russe, qui elle, en général, a plus recours au calque. Donc du point de vue de la sémantique de la traduction, et dans le cadre du travail présent, nous allons également présenter deux cas particuliers récurrents dans l'observation des glossaires. Donc ici, du point de vue, on aborde les deux groupes du point de vue sémantique. Donc dans ce troisième groupe, nous avons remarqué les lacunes de vocabulaire dans la traduction. En effet, lorsqu'on observe ce groupe de plus près, nous constatons que plusieurs termes représentent des difficultés du point de vue de la traduction, car ils peuvent être traduits par un seul terme dans la langue cible. Alors, ici, nous avons l'exemple des trois termes en français étriqué, amaigri, décharné, qui indiquent en fait des choses qui sont nuancées en français, et qui en allemand vont être traduits juste par maga dans notre base terminologique. Et en russe, on voit qu'ils ont de nouveau une correspondance qui correspond au français. Voilà. Alors, et donc ici, nous avons ces quatre termes en français, âpre, rude, acre et acerbe. Alors, ces quatre termes, qui sont très proches, sont justifiés par la différence de degré d'acidité ou d'astringence qui est faite en français, et plus précisément dans le langage de l'ethnologie. On voit qu'en allemand, en fait, dans notre corpus, ça n'a été traduit que par un seul mot. Alors on peut ainsi supposer que peut-être la langue allemande ne porte pas autant attention au degré d'acidité ou d'astringence que le français, ou que les différences entre ces quatre termes sont peu significatives, voire même minimes dans le système conceptuel allemand. Voilà, nous
et tout, qui font référence à différents degrés de sucrosité en français, tandis qu'en allemand et en russe, ils sont tous deux traduits par sucré et sucré. Il n'y a aucune distinction qui est faite entre ces types de vins. Alors, pourquoi de telles lacunes? Alors, on peut formuler plusieurs hypothèses. Alors, ça peut être purement linguistique. Peut-être que le français sera plus riche en vocabulaire que... peut-être que le français et le russe sera plus riche en vocabulaire que l'allemand, mais c'est probablement pas le cas. Ou alors, ce serait un différent découpage de la réalité sensorielle en allemand et en russe, par rapport au français. En tout cas, la volonté de la mise en place d'un vocabulaire pour distinguer toutes ces nuances de perception a contribué à la richesse de la langue française dans le domaine. On constate finalement que le terme utilisé en allemand et parfois en russe est très générique, voire hyperonymique, et a tendance à omettre les distinctions et nuances entre les différents types de perception. Ensuite, il y a le vocable, que nous avons appelé des métaphorisations. Alors, de manière générale, les travaux dans le domaine ont démontré que le recours à l'analogie du langage pour produire une référence. D'où la grande quantité de métaphores conceptuelles dans les langues spécialisées, comme ici en français le mot robe, qui en général en allemand est traduit par farbe, couleur, et en russe par ciel, qui veut dire aussi couleur. Donc, nous assistons ici à un processus de démétaphorisation qui supprime l'analogie ou la comparaison sous-entendue dans les termes de la langue source, pour tendre vers une dénomination d'un des aspects de manière plus concrète. Cela peut être une tentative de désambiguation du terme de la langue source. Ainsi, les aspects sémantiques qui permettent de créer l'analogie sont explicités pour rendre la conceptualisation plus facile pour le locuteur de la langue cible. Je vais prendre la parole à Claire. Et avant de conclure, je voulais juste revenir sur un groupe que, en analysant le corpus russe, j'ai remarqué, c'est que en fait, les lacunes terminologiques, les incohérences terminologiques marchent dans les deux sens. J'avoue que je pense qu'à l'étude, à l'analyse plus profonde de la terminologie allemande, on pourrait peut-être en trouver. Bon, j'avoue qu'on n'a pas fait cette étude de manière on n'a pas eu beaucoup de temps pour nous attarder là-dessus. Mais disons qu'en russe, c'était beaucoup. Donc, déjà, avec la première exposition à la terminologie, m'a permis de retrouver beaucoup de cas comme présentant dans le groupe 5, c'est-à-dire pour un terme en langue de source, il y a plusieurs termes qui sont proposés en langue cible, comme par exemple pour le mordant. Mordant, c'est un terme aussi qui représente beaucoup de difficultés, quelle que soit la langue. Donc, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On comprend très bien ce que ça veut dire en français. En revanche, c'est très difficile, cette notion de mordant, transmettre dans une langue dérivée. Et donc, ici, comme dans ce cas-là, vous pouvez voir que mordant peut être traduit par plusieurs termes. Donc, il y a vraiment ce flou terminologique entre la serbe, l'arabe, agressive, donc on ne comprend pas vraiment très bien, alors que les glossaires terminologiques français, ils les conceptualisent et définissent de manière assez claire. Voilà. Et donc, c'est ça que ça dépend aussi des références terminologiques. Bien sûr, ça peut dépendre de l'auteur. Et donc, ça aussi, c'est un des aspects, une des problématiques peut-être à développer, c'est que, en fait, tout en essayant de trouver quelque chose d'objectif, et en créant des glossaires, dans cette démarche de création des glossaires de quelque chose d'objectif, il y a quand même une grande subjectivité, sûrement relative aux différents référents culturels, nuances interindividuelles, etc. Voilà, donc déjà entre les auteurs de la même langue, ça varie, donc alors entre les deux langues, c'est vraiment très difficile à ramener vers quelque chose de commun. Voilà, donc juste pour conclure, je voudrais rajouter que l'analyse de notre corpus, que nous avons pu, donc nous avons pu dénombrer que quelques exemples, bien entendu, pour la présentation d'aujourd'hui, permet quand même de constater que l'effort et la tentative de créer une nomenclature et ainsi standardiser et uniformiser le langage de perception sensorielle de la dégustation des vins s'avère une tâche extrêmement difficile à préserver lorsque le passage entre les langues et donc, entre les auteurs se fait, et ensuite, voilà, donc ça peut dépendre aussi des combinaisons des langues qu'on engage dans cette analyse.
selon les résultats que nous avons obtenus, donc si la langue russe est beaucoup plus précise, dans certains cas, quant à la traduction des termes qui renvoient aux caractéristiques sujettes à la graduation, donc A, grand, etc., l'allemand semble avoir du mal à prendre en charge ces nuances de perception inhérentes au français. Je ne sais pas, peut-être que c'est la bière qui les intéresse plus, on ne sait pas. On ne sait pas quelle pourrait être, pourquoi est-ce que c'est en allemand, culture tellement proche de la culture, donc on habite à la frontière, on fait les courses en Allemagne, donc il y a quand même ce gap terminologique énorme. Voilà. Ou est-ce que ça dépend de la culture du vin vraiment la Russie, elle a quand même des grands buveurs de vin, je ne peux pas dire si c'est la culture, mais en tout cas les grands consommateurs d'alcool, des boissons alcoolisées. Je ne sais pas, donc essaie à creuser vraiment ces origines de ces écarts terminologiques. De notre point de vue, donc la difficulté ici ne réside pas au niveau langagier purement, mais relève de tout un système de catégories conceptuelles existant dans la mentalité des locuteurs de ces langues. Du point de vue de la traduction, les termes analysés ont deux tendances. Donc il y a deux tendances de traduction de ces termes. D'une part, la traduction par calque et transposition, qui devient possible avec les concepts qui sont dénommés par des termes qui existent dans les deux langues et cultures, tels que les termes scientifiques ou ceux qui sont représentés dans la roue des arômes, et d'autre part les écarts terminologiques qui sont en rapport avec les termes qui n'ont probablement pas les mêmes référents culturels chez les locuteurs différents, de langues différentes. Et donc d'où le flou terminologique peut résulter en une sorte de déperdition d'images créées par des métaphores conceptuelles dont on n'a pas parlé aujourd'hui mais qui sont très très représentées dans ce type de langage spécialisé. Et d'autre part, peut-être la tendance à généraliser ou au contraire ne pas savoir fractionner, catégoriser de la même façon. Et donc d'où ces effacements peut-être de nuances auxquels sont confrontés les traducteurs professionnels. C'est surtout ça notre perspective, c'est l'exposition du traducteur face à des bases et peut-être une réflexion, une invitation à une réflexion lors de l'activité de traduction. Voilà. Et pour pallier à cette difficulté, une analyse conceptuelle, peut-être des études plutôt dans la linguistique cognitive, peut-être plus fine de la langue source et de la langue cible, pourrait peut-être apporter quelques précisions, quelques pistes d'amélioration. Je sais que la composition même des glossaires n'est pas la même. On glose de manière très différente en fonction des langues. C'est un domaine très intéressant du point de vue traductologique. Je vous remercie de votre attention. Beaucoup de questions, de prises de parole. Il y a beaucoup de germanophones qui ont travaillé sur le vin. Pas du point de vue de la Russie, on va peut-être manquer de référence. Mais sur la partie allemande, je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup de monde pour se c'est pas logique. On commence par Eva. Alors, moi, je pense que ce que vous avez fait, c'est le début de quelque chose, mais un début qui montre combien la méthode que vous avez choisie est insuffisante. Et votre perspective, pour moi, est un peu étrange, parce que pour vous, le français est langue cible, et le russe et l'allemand sont langue... Non, langue source, et le russe et l'allemand sont langue cible. Elles ne le sont pas, et les terminologies ne le sont pas non plus. Ça ne peut pas être une démétaphorisation si le français a une métaphore et les autres langues n'en ont pas. Est-ce que, parce que la terminologie énologique allemande et russe ne s'est pas construite parce que les œnologues se sont assis et ont traduit la terminologie française? C'est un système à part entière et un système différent. Et si vous ne trouvez rien pour la traduction d'un mot dans vos glossaires, moi j'irai sur Lingue et vous avez le mot en 20 exemplaires dans des contextes différents. Et là, vous avez le mot en contexte. Vous n'avez aucun des mots que vous avez analysés n'est en contexte. Ça ne sert à absolument rien. Et c'est même pas utile aux traducteurs. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tous
ces glossaires ne servent à rien parce qu'ils ne mettent pas les mots en contexte. Et ils ont des trous là où je suis sûre que la langue allemande ou la langue russe ont des choses. Et revenez en arrière, s'il vous plaît, vers cette... Oh, non, là vous avez bien... non, encore. Voilà. Mordant a 3 équivalents en russe. Mais chacun de ces équivalents, moi j'ai fait de la linguistique contrastive toute ma vie. Chacun de ces équivalents aura à son tour, si vous regardez sur un corpus ou même sur Liway, aura 3 équivalents en français. C'est pas j'ai un mot en français et 3 mots en russe. Ça va être j'ai un système de 5 mots en français et un système de 7 mots en russe qui vont se recouper pour les différents sens, pour les différents contextes. Hein, c'est comme le découpage des couleurs qui est différent dans chaque langue. Hein, on a beaucoup fait d'études là-dessus. Et c'est comme ça aussi pour le vin, je suppose. Là, s'il y a des choses qui manquent, c'est que celui qui a fait le glossaire a mal travaillé. C'est tout ce que vous pouvez constater avec votre méthode. Donc, ça peut vous indiquer peut-être des points où c'est pas intéressant parce qu'il y a une correspondance très bonne, mais ça doit vous intéresser. Ce qui en est réellement dans les textes, là où vous n'avez rien dans les glossaires. Et j'espère que le titre de votre publication, ça va être Critique des glossaires pour les équivalences terminologiques. Et en plus, évidemment, un terme comme mordant n'est pas forcément un terme. On a ça dans la terminologie du vin. Il y a des choses qui ne sont pas forcément encore complètement terminologisées, alors que Rome, c'est un terme. Et que ce soit métaphorique ou pas, ça ne compte pas. Là, le sens est le même que voilà. Juste un commentaire. Juste un commentaire, je suis entièrement d'accord avec ta critique. Ce que j'aurais aussi voulu dire, c'est que c'est du très mauvais travail lexicographique et terminologique. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit un peu partout, cette illusion terminologique de l'équivalence et que l'on trouve toutes ces formes, parce qu'il n'y a pas de contexte, parce qu'il n'y a pas de recul, parce qu'il n'y a pas d'exemple, parce qu'il n'y a pas de définition, il n'y a rien du tout. Le lexique multilingue, c'est ça, existe de voilà, mais c'était justement l'objectif de vous démontrer aussi cette tentative d'objectivation, de ramener quelque chose à les traducteurs. Vous nous avez montré que ça ne marche pas. On savait déjà avant. Maintenant, on sait encore plus concrètement. Voilà, peut-être que si ça peut renforcer l'idée, voilà, mais voilà, justement, nous avons choisi les glossaires, c'est quelque chose que on travaille avec les étudiants, les glossaires terminologiques, etc. Donc c'est quelque chose auquel les étudiants en traduction sont exposés beaucoup. Les termes, les références existent, donc sont hérédités, donc quel est le... Donc les références sont très récentes, donc c'est quand même qu'il y a une sorte de puissance quand même dans cette démarche. Voilà, est-ce que notre étude était aussi démontrée c'est pas ça. Voilà, est-ce que l'étudiant doit travailler autrement, avec d'autres ressources. C'est la seule chose qui en ressort. Non, mais bien sûr, on travaille autrement. Mais en même temps, ça existe. En même temps, ça existe. En même temps, on est exposé. En même temps, il faudrait comparer avec quelque chose qui soit plus contextualisé, plus les termes dans leur contexte, et qui n'ait pas une perspective. On parle souvent de eurocentrisme, où vous avez une perspective franco-centrique, comme si le vocabulaire du vin et la terminologie française étaient vraiment à l'origine de tout. Parce qu'on a pris juste cette perspective. Bien sûr, peut-être que c'est même vrai. Mais bon, il y a des travaux quand même qui disent que la langue française, c'est beaucoup, il y a une sorte de notoriété dans la terminologie française. Donc voilà. Donc c'est quand même peut-être, voilà. Mais vos étudiants traduisent du français vers le Mathieu? Oui. Et du coup, pour aller dans cette direction de ce qu'a dit Eva et Patrick, il faut faire attention avec les calques, parce que quelque chose qui est similaire comme minéralité et minéralité, en fait, quand on va en Allemagne, on se rend compte que le calque, il n'est pas si évident que ça, puisque, en tout cas en Autriche, en Allemagne, je ne sais pas exactement, mais
minéralité devient minéralité ou minéralique. Minéralité, c'est ce qui va se retrouver dans le vin. Minéralique, ça va dépendre de la lignée du sol. Et donc du coup, s'il y a un calque morphologique, il ne se suit pas au niveau sémantique et surtout pas au niveau conceptuel. Et donc en fait, ce que cette présentation montre, c'est qu'un traducteur ne peut pas travailler avec des glossaires. Moi, c'est la seule... Enfin, pour le vin, c'est juste impossible, surtout que c'est des termes qui sont sortis de leur contexte. Dans le vin qui est quand même quelque chose de très subjectif et très variable d'une personne à l'autre, d'un groupe de locuteurs à un autre, d'une langue à une autre, et même au sein d'une langue, il y a des variations. Utiliser un terme comme ça, ça va servir à rien en fait. On va rien dire. Parce que même minéralité comme ça, ça peut avoir 150 000 notions, et avec des valences qui sont aussi très diverses. Et qui sont aussi indexés du coup à la subjectivité du consommateur. Et donc du coup, je me demande si dans votre travail, est-ce qu'il manque pas aussi des connaissances de spécialité dans le vin? Je me permets juste de corroborer la fin de la phrase Mathieu et après je donne la parole à Olivier. Juste sur la partie sucrée, de voir une globalisation du mot sucré pour la colonne allemande. C'est dommage, sachant qu'il y a une législation qui est importante en Allemagne avec le Auslese, le Werra Auslese, et c'est vraiment leur graduation de la qualité du vin à travers le sucre. Et juste, encore une précision, et après je te laisse la parole, Olivier. Quand vous dites qu'il n'y a pas de nuance pour acidité en allemand, c'est pas tout à fait vrai. Non mais on ne dit pas qu'il n'y a pas de nuance. Nous on dit que dans nos bases terminologiques, la nuance n'est pas exprimée en fait. Alors, si, elle est exprimée, mais avec parce que Säure restera Säure. Mais quand on met ensuite 1 gramme par litre, on a une nuance de l'acidité. Oui. Et au niveau conceptuel. Je sais pas du tout ce qu'on a dit. C'est ce qui ressort. Oui, Olivier. Sans vouloir remettre en question l'analyse qui a été faite, moi je voudrais vous poser la question de comment vous justifiez la représentativité de votre corpus basé sur du dictionnaire décontextualisé et surtout son authenticité. Comment à partir d'un corpus de 13 000 mots qui est basé sur du lexique construit, vous arrivez à faire des généralités sur le discours qui lui est produit dans une situation contextualisée. Et donc là, moi je vois un problème méthodologique. Comment on peut arriver à faire des conclusions en partant d'un corpus totalement artificiel, construit cognitivement, et arriver à faire des conclusions sur un discours qui est empirique et qui est tout à fait expérientiel. Disons qu'on ne fait pas des généralités sur les discours, donc on a constaté. Nous, on est vraiment dans l'approche traductorique, on aborde dans l'analyse terminologique, on aborde le discours. Ça veut dire que nous, on n'a pas d'approche traductologique. Alors là, vous segmentez complètement le traducteur du linguiste. Le linguiste a une approche traductologique parce que c'est un peu ce qu'on lui demande. Mais on ne va pas faire une approche traductologique avec un dictionnaire à la main. On va faire une approche traductologique avec des corpus dont l'approche est contextualisée, avec des co-occurrences, avec des mises en contexte qui, pour un même mot, va changer, comme expliquait Mathieu, va changer et va nuancer le mot qui n'existe pas du tout. Cette nuance n'est pas représentative d'un corpus qui est fabriqué cognitivement et qui n'est absolument pas représentatif et authentique d'un discours expérientiel. Laurent. Oui, peut-être. Je crois que toute la discussion qu'on a là, qui est plus que passionnante, en fait, on prend comme point de départ votre exposé, et en fait, ce dont on parle, c'est pas tant de l'exposé là, que d'un problème, d'un double problème, qui est celui de la conception française de la traductologie, qui, alors mon collègue Will Nonon n'est pas là, mais qui dirait que c'est tout sauf des translation studies, et que c'est bien ça le problème, c'est qu'on a en fait, on utilise traductologie comme paravent pour faire un tas de choses qu'on ne sait pas en fait où caser. Et bon,
le congrès mondial de traductologie l'année dernière, auquel on a été quelques-uns ici à participer, a bien montré l'ampleur de la catastrophe de la traductologie et des études traductologiques à la française. Et alors l'autre problème, c'est, et là Patrick va sans doute rebondir, mais sauf qu'on n'aura pas le temps, c'est justement ce problème de la fétichisation de la terminologie et du glossaire dans les formations de traducteurs en France. Et alors là, je parle avec ma casquette de directeur d'un master de traduction. À l'heure actuelle, je vais me faire l'écho de tas de collègues, genre Rudy Lowe, Nathalie Kubler et autres. À l'heure actuelle, avec les outils qui existent, un traducteur, non seulement n'a plus besoin de glossaire, mais en plus, heureusement, il peut se passer de glossaire parce que tout ce dont il a besoin est dans le corpus. Et c'est pas pour rien que le nouveau référentiel de la DGT, de la Direction Générale de la Traduction, pour la réalisation EMT, European Masters in Translation, ne parle même plus de CAT Tools, ne parle même plus d'outils d'environnement du traducteur, ne parle plus que de compétences technologiques dans le maniement de data. Et en fait, tout est là. Donc, cette approche de glossaire, de dictionnaire et de terminologie, en fait, sans s'en rendre compte, on fait de la méta-terminologie qui, forcément, ne fait que amplifier tous les défauts et tous les lacunes de cette approche fétichiste du terme depuis les années 70. Ces systèmes automatisés, il faut aussi les alimenter. Mais oui. Et pour les alimenter, il faut aussi des données lexicographiques de qualité. On va conclure, il y a juste Eva qui a un problème de vous avez évoqué les Autrichiens. Voilà, alors vous avez dit que la terminologie allemande pour le vin est moins riche parce qu'il y a des lacunes dans vos glossaires. Et après vous avez dit voilà, les Allemands ils s'intéressent à la bière et à d'autres. Et voilà, ils ont moins de sensibilité. Je ne suis pas allemande. En tant qu'autrichienne, je tiens beaucoup à insister sur le fait de ne pas être allemande. Mais je crois que tous ceux qui travaillent, qui vivent avec la langue allemande, doivent peut-être contredire fortement ce stéréotype national que vous appuyez en plus sur un travail mal fait. Non, il y a bien des qualités par ailleurs. Même pour conclure, je vais faciliter. C'est parce que le glossaire est mal fait. Il y a bien d'autres qualités dans le travail. Alors, on conclut. Voilà. Déjà, en vous remerciant toutes et tous pour ces 2 demi-journées, d'après les échos qu'on a entendus, ou alors nous n'avons affaire qu'à des collègues polis, mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'était plutôt réussi comme problématique et comme thématique, et surtout que c'était très cohérent depuis hier la conférence introductive de Patrick jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, on peut tous vous remercier et tous vous féliciter de cette organisation. Ce que ça a montré, c'est qu'à côté de notre série terminologie professionnelle de l'œnologie et de la gastronomie, on tenait quand même là quelque chose de bien spécifique avec le cacao, le café, le thé, et que ça vaut sans doute le coup de continuer aussi sur cette piste-là, indépendamment de nos grosses usines terminologie, œnologie et gastronomie qui brassent naturellement beaucoup plus large. oui, ce que j'ai beaucoup apprécié, on a bien tenu l'enjeu autour des croisements, avec toutes ces fertilisations croisées, comme on disait, ces hybridations, ces effets de case, d'inversion, avec toute la complexité. La dernière communication témoigne de cette complexité. Ce que j'aime beaucoup aussi dans l'appariement et le croisement entre les sciences du langage, pour le dire large, et puis les sciences de l'information et de la communication, c'est qu'elles nous tiennent aussi d'une certaine manière par rapport à un discours qui pourrait devenir trop marchand en communication et trop marketing. Et on a vu qu'à partir de toute l'approche on va dire rigoureuse qui est faite au niveau du discours et des éléments expérientiels qui ont été vus aussi ce matin, ça nous tient par rapport à ce qui pourrait être un effet de dérive, d'aller trop vers le discours marketing et marchand, malgré tout le respect que l'on doit évidemment au marketing,
Je pense que ça nous rapatrie bien par rapport à des fondamentaux. Et donc là, il y a un enjeu, pour utiliser des gros mots, épistémologiques qui me paraît tout à fait essentiel. J'ai trouvé qu'on formait un bel aréopage convivial. Désolé s'il y a un petit peu de secousse sur la fin. Bon, c'est ça la recherche aussi. C'est ça. Patrick, vous n'étiez pas là hier, mais il a parlé de l'amour de la recherche, qu'on convertit quelquefois en libido-sciendique. Bah, dans la libido-sciendique, il y a aussi des petites engueulades et des petites scènes de ménage. Bon, mais... Et Patrick, malgré tout, c'est l'amour de la terminologie. C'est l'amour de la science, j'ai bien compris. Voilà. Merci à vous, c'était bien agréable. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Donc les participants et les inscrits au colloque sont invités au buffet, au deuxième étage, où il reste aussi des vins toscans. Donc voilà. Merci aux organisateurs. Vous avez fait une très bonne idée et très bien organisée. Nous sommes très contents de vous C'est pas comme les Corses, parce que les Corses ne sont jamais ils ne connaissent pas. Moi, j'ai